Bonjour à tous. Le Francfort. Alors, lorsqu'on dit ça, j'ai conscience que, pour ceux qui m'écoutent, c'est peut-être quelque chose, là aussi, un peu d'ancien. Mais vraiment, il est important, je crois, qu'on garde tous en mémoire certains événements économiques, certains moments de notre histoire récente, dont on ressent jusqu'aujourd'hui les effets ou les conséquences. On va découvrir pourquoi cette politique mise en œuvre en France dans les années 80 a profondément marqué notre histoire économique, sociale et politique, dont nous sommes, sans parfois le savoir, largement les héritiers. Nous sommes à la fin des années 1970. En France, c'est encore la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, son premier ministre, après 1976, c'est l'économiste célèbre Raymond Barre. Et il est le premier, avant le fameux tournant de la rigueur de mars 83, c'est-à-dire le moment où le Parti socialiste va renoncer à son programme de 81, il est le premier, Raymond Barre, à nous proposer ce que l'on appelle une inflexion libérale. De 1974 à 1976, Jacques Chirac, alors Premier ministre, avait proposé une politique de relance, c'est-à-dire de soutenir la consommation, le pouvoir d'achat des ménages. Cette politique va être abandonnée par son successeur, qui entre dans une politique dite de rigueur ou d'austérité. Cette politique ne va pas avoir les succès escomptés, mais elle est à ce moment-là en diapason avec le reste du monde. En 1979, lors du G5 de Tokyo, les grandes puissances du monde s'étaient entendues alors de changer la politique économique et de l'orienter vers la lutte contre l'inflation. Raymond Barre, à l'époque, suit ce mouvement-là puisqu'il propose quelque chose qui relève de la rigueur, de la lutte contre l'inflation, la maîtrise des déficits, et il souhaite rétablir un bon fonctionnement des différents marchés, du travail, du capital, une orientation clairement libérale. Mais cette orientation est rejetée par les Français parce qu'elle s'accompagne d'un chômage croissant, par d'une croissance moins dynamique. Et en 81, le Parti socialiste accède au pouvoir. Il rompt avec la politique de Raymond Barre et cette fois-ci se trouve en décalage par rapport à ses partenaires qui choisissent toujours l'orientation de la rigueur. Aux États-Unis, on a eu une nouvelle politique monétaire à partir de 79 avec Paul Volcker et l'arrivée en 80 et puis 81 de Ronald Reagan, élu en 80 et qui prend la présidence en 81. Et qui est une politique de lutte contre l'inflation avec une revalorisation des taux d'intérêt. Même chose en Allemagne, politique aussi austéritaire au Royaume-Uni depuis 1979. La France décide de rompre avec cette orientation, donc de s'éloigner de Raymond Barre, et de proposer un nouveau plan de relance. Ce plan de relance, dit du gouvernement Mauroy, s'accompagne de 3 dévaluations monétaires, mais ce plan n'atteint pas tous les objectifs espérés et il y a tout un débat. Est-ce que le Parti socialiste a vraiment mis tous les moyens pour faire vivre cette politique ou au contraire était déjà prêt à y renoncer et que les circonstances ont favorisé cet abandon? Et donc en 1983, le Parti socialiste entame ce que Lionel Jospin a appelé la parenthèse de la rigueur ou le tournant de la rigueur, et renonce à la politique de relance. Cette renonciation en mars 83 est déjà la première étape vers cette politique du Francfort. Parce que, à partir de 1983, la France décide de mettre en œuvre une politique qu'elle nomme désinflation compétitive, c'est-à-dire faire en sorte que l'inflation progresse plus lentement que par le passé, car du fait des chocs pétroliers et de ses conséquences sur le rapport salaire-prix, l'inflation avait connu une progression qui avait été jugée préoccupante, et il s'agissait de faire en sorte de la combattre et de rétablir les profits des entreprises
les marges bénéficiaires des entreprises avec une politique dite de désinflation compétitive. Cette politique de désinflation compétitive n'est pas encore totalement celle du franc fort, même si l'idée du franc fort y est présente. La politique de désinflation compétitive, mise en œuvre à l'époque, repose sur 3 piliers, le franc fort, la modération salariale et une certaine austérité budgétaire. Mais on ne peut pas tout de suite parler de franc fort. Il est plus juste historiquement, même si des étapes nous préparent au franc fort, de dater le début de la politique du franc fort à partir de 87 pour une raison bien simple. C'est qu'en 87, même si les socialistes sont battus aux législatives de 86 et que Jacques Chirac arrive au pouvoir, Jacques Chirac qui entre-temps avait changé d'orientation idéologique, dans les années 70, il est pour une politique de relance, de soutien à la consommation. On le voit quand il arrive à l'Élysée, même si c'est sous la direction de Valéry Giscard d'Estaing. Mais à partir des années 80, le modèle qui lui sert plus d'inspiration, c'est le modèle thatchérien. Et lorsqu'il arrive aux affaires en 86, pour une deuxième fois Premier ministre, il décide de mener une politique d'inspiration libérale. Mais comme cette politique de désinflation compétitive, déjà commencée avec les socialistes, avait des conséquences, nous le verrons, assez dures en termes de croissance, d'emploi, il utilise pour la dernière fois une dévaluation du franc pour rendre cette politique de désinflation compétitive qu'il continue et qu'il amplifie plus supportable. La dévaluation Jacques Chirac de 87, c'est la dernière, et à partir de là, on peut dire que on entre de plein pied dans la logique du franc fort, puisque le franc ne sera plus jamais dévalué après 87. Quand on dit une politique de franc fort, on entend derrière le franc la monnaie. Donc, c'est-à-dire une politique monétaire différente. Et n'oublions pas que toute politique commerciale, monétaire, budgétaire s'articule autour d'objectifs finaux, d'objectifs intermédiaires parfois, et d'instruments. Instruments, objectifs intermédiaires, objectifs finaux. Les instruments de la politique monétaire peuvent être soit administrés, soit de marché. Administré, c'est par exemple lorsqu'on contrôle les capitaux, c'est-à-dire que les capitaux ne peuvent pas circuler librement d'un pays ou à un autre, on fait un contrôle des capitaux. Un autre exemple d'instrument administré, c'est l'encadrement du crédit. Peut-être l'avez-vous oublié, mais la Banque de France, jusqu'en 1994, était sous la direction du ministère de l'économie et des finances, et c'était le ministère de l'économie et des finances qui pilotait la politique monétaire. Et un des outils qui a beaucoup servi dans les années 60, 70, début 80, c'était ce que l'on appelait l'encadrement du crédit. C'est-à-dire que c'est l'État qui, en fonction de la situation économique, pouvait autoriser et faire en sorte que le crédit distribué dans l'économie soit plus ou moins important. On ne voulait pas qu'il soit trop important parfois pour que l'inflation n'augmente pas trop, et d'autres fois, il fallait au contraire que le crédit soit plus important pour soutenir l'activité. Et l'État disposait de toutes sortes de moyens, également des taux d'intérêt administrés, puis à ce qu'on appelle les instruments de marché, qui utilisent, par exemple, le taux d'intérêt qui est un instrument essentiel, et d'autres outils où, par exemple, quand les banques de second rang, c'est-à-dire par exemple la Société Générale, la BNP, se refinancent auprès de la Banque centrale, la Banque de France à une époque ou la Banque centrale européenne, la Banque centrale va prendre en garantie certains titres au moment où elle prête de l'argent à ces banques. Donc, on appelle ça une prise en pension. Et ces mécanismes de marché sont d'autres instruments, mais avec évidemment aussi là des taux d'intérêt, sachant que les taux d'intérêt dits de court terme sont déterminés par la Banque centrale et les taux d'intérêt de long terme sont en théorie déterminés sur les marchés financiers. Je dis bien en théorie parce que dans la réalité, les rapports entre les taux courts et les taux longs sont parfois plus complexes que cette première énonciation. Ensuite, des objectifs intermédiaires dans la politique monétaire, c'est effectivement veiller à ce que la quantité de monnaie en circulation, ce qu'on appelle la masse monétaire, progresse plus ou moins selon les moments, et plus il y a de la monnaie en circulation, plus les risques d'une inflation élevée peuvent augmenter. C'est ce qu'on appelle les objectifs intermédiaires, c'est-à-dire le contrôle de la masse monétaire. Puis, il y a ce qu'on appelle les objectifs finaux, c'est-à-dire les plus importants, qui sont de l'ordre de 4, sachant que les 4 ne peuvent pas vivre ensemble et entrent en tension.
Quels sont les quatre? C'est la croissance, le plein emploi, la stabilité des prix et l'équilibre extérieur. Lors des 30 Glorieuses, les objectifs finaux recherchés étaient énormément axés autour de la croissance et du plein emploi. Ce qui va se passer à partir des années 80, moment où on va entrer dans la désinflation compétitive, au moment où s'affirme progressivement une deuxième mondialisation, on va se rendre compte que les objectifs finaux de la politique monétaire vont devenir davantage la stabilité des prix avec la lutte contre l'inflation et l'équilibre extérieur, c'est-à-dire la recherche de la compétitivité. Les années 80 sont une période où effectivement cette chose qui va être très présente dans le débat public français et qui continue jusqu'aujourd'hui mais qui a pris d'autres noms, c'est la contrainte extérieure. Alors, une fois qu'on a cette idée de qu'est-ce qu'une politique monétaire, allons voir le franc fort et ses conséquences. Souvenez-vous, en 81, quand les Français élisent le Parti socialiste veut la croissance et le plein emploi avant toute chose. Les voisins, qu'est-ce qu'ils veulent? Maîtriser l'inflation. Donc il y avait un conflit d'objectifs. À partir du moment où la France va rejoindre ses partenaires après 83 et surtout 87, il y a une convergence d'objectifs. Ce qui veut dire que, en termes de taux d'intérêt à court terme, eh bien, la Banque de France, elle va veiller de manière impérieuse, impérative, à ce que le rapport marque-franc reste stable. Qu'il fallait, pour l'époque, rester autour de l'idée qu'avec un peu plus de 3 francs, on pouvait avoir un marque. Chaque fois qu'il y avait un écart d'inflation avec le partenaire allemand, ce qui était nécessaire, c'était de relever les taux d'intérêt, faire en sorte qu'on combatte l'inflation. Mais là, c'est très important de comprendre quelque chose de fondamental. En choisissant la lutte contre l'inflation, la France devenait monétairement allemande. Nous n'avons pas, dans notre histoire économique, le même rapport à l'inflation que l'Allemagne. L'Allemagne, de manière assez étrange, a pu faire de l'inflation l'ennemi principal, si je puis dire. Pourquoi je dis de manière étrange? Parce que l'hyperinflation allemande a eu lieu entre 1923 et 1924, elle n'a duré qu'1 an. Et qu'est-ce qui a conduit au pouvoir Hitler et ses partisans? Ce n'était pas un excès d'inflation, mais au contraire, une phase profondément déflationniste. Notre histoire économique n'est pas celle-ci. La France a connu des phases où l'inflation a été importante, mais elle n'en a pas fait le même traumatisme. D'autant plus que l'inflation en France a rempli un rôle social extrêmement important. La France, par son histoire économique et sociale, n'a jamais été caractérisée par des négociations collectives qui aboutissaient à des grands accords entre le patronat, les syndicats. Elle n'a jamais vraiment connu d'énormes syndicats de masse. Elle n'a pas connu les mêmes relations sociales, les mêmes relations de travail que l'histoire allemande. Elle a eu une relation beaucoup plus conflictuelle entre le travail et le capital. Et donc, l'inflation avait un rôle en France de pacification sociale, d'autant plus important qu'on était dans un pays où les corps intermédiaires, les syndicats par exemple, n'avaient pas le même poids que dans l'histoire allemande. Donc, avec le franc fort, renoncer aux dévaluations, qui était une manière d'acheter aussi de la paix sociale. La France, avec la politique du franc fort, renonçait aussi à un instrument qui était celui de manipuler sa monnaie pour espérer de récupérer de la compétitivité. Ça ne veut pas dire que cela marchait toujours, ça ne voulait pas dire que l'inflation n'était pas un problème. Mais dans la boîte à outils de la politique économique française, à partir du moment où on renonçait aux dévaluations, à partir du moment où combattre l'inflation devenait l'absolue nécessité, c'était renoncer à des outils qui avait jusque-là rempli certaines missions dans l'histoire économique et sociale française. Cette politique de franc fort, c'est-à-dire le fait de s'arrimer aux marques allemandes, se retrouvera un peu plus tard au cours de la décennie 1990, lorsque la France consentira à ce que l'euro obéisse au même schéma, c'est-à-dire soit un euro fort. C'est pour cela que lorsqu'on observe l'euro, l'une des missions qui a été donnée à la Banque centrale européenne était d'assurer la stabilité des prix. Et la stabilité des prix dans la Banque centrale européenne a été perçue de manière très orientée, c'est-à-dire la lutte contre l'inflation. Or, la stabilité des prix, en théorie économique, c'est à la fois lutter contre une inflation excessive, mais lutter aussi contre la déflation. Mais la politique du franc fort prend aussi une autre dimension.
la France se retrouve aussi dans ces années 80 face à une situation compliquée, c'est-à-dire se dire il faut à la fois lutter contre cette inflation, puisque c'est cela qu'elle décide de faire, et en même temps, comme il y a un ralentissement de l'activité économique, il faut également financer les déficits. Alors, elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle peut faire pour répondre à cette question? Et c'est là que le franc fort va entraîner des modifications profondes de l'architecture du système financier et monétaire français à partir des années 1980. La France comprend qu'il est absolument nécessaire de créer un marché du capital et qu'elle contribue à sa création qui soit le plus attractif possible sur la place de Paris pour faire venir des investisseurs qui consentiront à lui apporter les financements qui lui sont nécessaires. Donc il apparaît nécessaire de transformer sa politique monétaire, transformer ses outils, transformer son marché financier et pour que la place de Paris devienne une place centrale dans l'architecture des marchés de capitaux. Mais en faisant cela, elle va effectivement séduire les investisseurs, mais elle va perdre aussi en marge de manœuvre parce que désormais, sa politique économique devra tenir compte aussi de ces investisseurs institutionnels, de ces marchés financiers, parce que on ne peut pas d'un côté espérer un financement de la sorte et croire que l'on peut conduire une politique économique en toute liberté. Opération qui va fonctionner puisque progressivement, si on regarde du côté de la décennie 90, les taux d'intérêt à long terme vont progressivement se détendre. Mais on voit bien que dans les instruments de politique monétaire, la France va renoncer à des outils du passé. L'encadrement du crédit va disparaître, le contrôle des changes va disparaître, et la France est en train de créer une place financière pour pouvoir s'inscrire dans la dynamique du capitalisme mondial en plein développement à ce moment-là. Couronné par quoi? Par le fait qu'en 1990, il y aura un octroi d'une liberté incroyable, c'est-à-dire la libre circulation des capitaux qui sera désormais possible en 1990. Résultat aussi de cette politique du franc fort. Et cette politique marque aussi, dans la lutte contre l'inflation, l'affirmation ou l'importance de l'épargne, car un épargnant ne peut que s'inquiéter s'il voit l'inflation croître à l'excès. Ce qui explique pourquoi certains économistes ont pu dire que dans les années 90, un des effets de cette politique, c'est de recréer sous une forme nouvelle des rentiers. Une rente financière. Parce que, au cours des années 90, les taux d'intérêt réels vont rester élevés puisque, qu'est-ce qu'un taux d'intérêt réel? C'est la différence entre le taux d'intérêt nominal et la variation des prix. Et donc, résultat des courses, les taux d'intérêt réels seront importants dans les années 90. Alors, pour l'investissement productif, les taux d'intérêt élevés sont hautement dissuasifs parce que sinon l'investissement va être coûteux. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose de spéculatif, au contraire, c'est intéressant. Donc se crée dans les années 90, alors que l'économie entre dans une croissance molle, une rente financière, c'est-à-dire un capitalisme rentier. Mais il faut aller encore plus loin. Cette politique du franc fort emporte toute une série de conséquences qu'il faut encore analyser. Puisque désormais, c'est la désinflation compétitive qui domine, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de dévaluation pour récupérer de la compétitivité, arrimer aux marques, décider de convaincre les capitaux de venir sur la place de Paris, on ne peut plus faire cela. Alors, où on récupère la compétitivité perdue, puisqu'on ne peut plus jouer avec ça? Sur les coûts de production. Et quoi en particulier sur les coûts de production? Sur les salaires. Et donc on comprend bien qu'on va rentrer dans une phase dite de modération salariale, et l'on voit bien que du milieu des années 80 jusqu'au milieu des années 90, la part des salaires dans la valeur ajoutée va connaître évidemment un recul. Mais comment on peut aussi faire de la modération salariale de manière brutale? Par le chômage. Comme le disait très bien l'économiste Jean-Paul Fitoussi dans les années 90, un peu plus de taux d'intérêt, donc effectivement on contracte l'activité, et si on contracte l'activité, cela risque de créer du chômage. Donc le chômage devient en quelque sorte une arme terrible de la modération salariale. Et à la même époque, pour récupérer cette compétitivité, quelles sont les réformes qui sont mises en œuvre? Ce sont des réformes du marché du travail qui doivent
faciliter le licenciement, rendre le marché du travail plus flexible, d'autant plus qu'on décide d'être dans une logique de rigueur. Et là, on voit bien que la politique du franc fort va inverser les priorités. Désormais, ce n'est plus la croissance et le plein emploi qui sont prioritaires, c'est la lutte contre l'inflation et la stabilité extérieure. Et la croissance et le plein emploi ne devraient être que les conséquences, que les soldes de cette politique. On voit bien que cette politique du franc fort, articulée à celle de la désinflation compétitive, puisque c'est l'un de ses piliers, va avoir des conséquences lourdes, non seulement sur le chômage, sur la croissance économique, mais aussi sur la dette de l'État. Parce que les taux d'intérêt, jusqu'au milieu des années 90, vont connaître une progression très importante. Donc, la dette de l'État va aussi en subir les conséquences. À partir du moment où vous estimez que ce sont les mécanismes de marché qui doivent être rétablis, à partir du moment où vous estimez que l'État doit créer un cadre qui est favorable aux investisseurs, à partir du moment où vous estimez qu'il faut contenir la progression des salaires parce que sinon cela joue contre notre compétitivité, alors il faut aller jusqu'au bout de cette logique et donner au marché toute la puissance qui lui est nécessaire. Tout d'abord, en matière industrielle, au même moment, à partir de 86-87, et ce, quels que soient les gouvernements, de droite ou de gauche, c'est un vaste programme de privatisation qui se met en place et qui ne s'interrompra plus. Et on peut même dire que les forces de gauche, qui idéologiquement devraient être hostiles à la privatisation, en ont fait davantage que les gouvernements de droite en la matière. L'autre domaine où on va voir la restitution de la puissance des mécanismes de marché, c'est dans la matière commerciale. Car à partir du moment où l'on estime que la compétitivité doit se fabriquer autrement, ou que l'on doit créer un cadre favorable au marché, eh bien évidemment en matière commerciale, il est difficile de légitimer le protectionnisme. Vous voyez bien comment, de quelque chose qui a l'air de monétaire, cela implique une série de conséquences. Aux vieilles crises de change d'autrefois, marquées par ces dévaluations successives, sont désormais, en lieu et place de ces crises, des crises de demande intérieure. Autrefois, on s'inquiétait d'une monnaie qui se dévaluait en ayant peur qu'on rentre dans un cercle vicieux de dévaluation successive. Avec la politique de Francfort articulée à celle de la désinflation compétitive et ses deux autres piliers, le grand risque, c'était, et c'est toujours, des crises de demande. Et demande, pris dans sa double composante, la consommation et l'investissement. Et c'est pourquoi ces politiques dites de désinflation compétitive contenaient en elles des puissances déflationnistes considérables, c'est-à-dire un écrasement du revenu et donc une baisse des prix, non pas pour une bonne nouvelle, mais liée à une contraction de l'activité, déflation qui n'a pas été vue ou perçue, car cette politique de Francfort et de désinflation compétitive a pu exister et a pu être socialement admise, car c'est l'État social, avec ses mécanismes de redistribution et ces mécanismes qui permettent d'amortir de pareils effets, qui a joué un rôle d'anesthésiant pour rendre cette politique recevable. Cela n'empêche qu'elle a été continuée et amplifiée lorsque le choix de la monnaie unique a été proposé, ce qui explique que la marche à l'euro a été extrêmement coûteuse en termes d'emploi et de croissance. Et prenons un exemple qu'il ne faudra, à mon sens, jamais oublier. En 1990, un événement géopolitique d'une importance incroyable a lieu. La réunification des deux Allemagnes. On se souvient quand Helmut Kohl a dit qu'un marque de l'Ouest et un marque de l'Est, désormais, étaient à parité. Alors évidemment, ça a été catastrophique pour les entreprises est-allemandes qui n'avaient pas la même productivité, donc ça a tué l'économie est-allemande, mais pour le consommateur est-allemand, c'était un gain de pouvoir d'achat spectaculaire. Qu'est-ce que cela a entraîné ? Un surcroît d'inflation. Et comme l'inflation était en train de menacer l'économie allemande, qu'est-ce que va faire la Bundesbank, c'est-à-dire la Banque centrale allemande ? Elle va relever son taux d'intérêt pour combattre l'inflation. Est-ce que la France était dans la même situation à l'époque ? Non. La France a connu une croissance de 88 à 91, et après 91, elle entre dans une phase de ralentissement. Et que se passe-t-il ? En 92, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, on a dit oui à Maastricht. Et le gouvernement d'Édouard Balladur se trouve face à un dilemme. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. On était désormais liés aux marques. On était désormais liés par le système monétaire européen. S'il relève les taux d'intérêt alors qu'il n'en est nul besoin pour la France, il casse la croissance.
Si au contraire, il sort du système monétaire européen et ne relève pas ses taux d'intérêt, il renonce à ses engagements européens. La Banque de France, dernière étape du Francfort 1994, va devenir indépendante, mais elle ne l'est pas encore en 1993. Les taux d'intérêt se relèvent. La France connaît sa pire récession depuis la sortie de la guerre, connaît une croissance du chômage absolument préoccupante. Vous voyez bien combien ces choix monétaires ont eu des conséquences pour l'activité, l'emploi, parce que la continuité du Francfort, c'était l'orientation européenne telle qu'elle s'est mise en place au traité de Maastricht. Et quand les dirigeants français se sont posé la question, la croissance ou les engagements européens, l'emploi ou les engagements européens, ils ont retenu les engagements européens. Le Francfort, transformé en Eurofort, ont véritablement marqué presque 2 décennies et nous en portons aujourd'hui les traces. On s'inquiète de la progression de la dette publique depuis 1980 comme si c'était une malédiction. La progression de la dette est aussi le résultat de certains choix, avec la réduction, par exemple, de certains taux d'imposition, mais aussi, et beaucoup, en raison de la croissance des taux d'intérêt dans les années 80 jusqu'au milieu des années 90. Nous en portons aussi les conséquences comment ? Parce que lorsque l'euro est né de 99 à 2001, il y a eu brièvement un euro faible, et ensuite on a retrouvé un euro fort, comme le Francfort de 2001 à 2008. Ce qui fait que quand la crise économique de 2009 est survenue, la zone euro, et la France comprise, allait peut-être un peu mieux, mais n'allait pas bien. Et ce qui fait que quand la crise est arrivée, c'était une zone qui, évidemment, a dû prendre cette crise violemment en pleine figure. Alors vous me direz, mais bon, on a quand même des consolations avec cette politique du Francfort. L'inflation avait presque disparu. Après 86, on voit la progression de l'inflation beaucoup plus lente, la désinflation compétitive fonctionne. Mais là encore, dans les années 90, on était à la limite de la déflation pendant cette période de marche vers l'euro. Et on continuait à désigner la lutte contre l'inflation comme l'objectif, alors que l'inflation dans les années 90, du moins dans la sphère réelle, dans la sphère de l'activité économique, était devenue fantomatique. On peut dire, il y a une consolation, parce que la France, à partir du milieu des années 86 jusqu'en 2004, d'un point de vue de son commerce extérieur, a été excédentaire. Puis, comme notre voisin allemand a engagé une politique non coopérative à la fin des années 90, début 2000, avec objectif de redevenir le premier exportateur européen, et politique non coopérative qui a réussi, puisque l'Allemagne a trouvé un moyen pour devenir à nouveau compétitive. Et regardez bien l'habileté de l'Allemagne. C'est-à-dire que l'euro est un marque déguisée, du moins jusqu'en 2012, mais sans les inconvénients du marque, c'est-à-dire sans la réévaluation du marque. Quand on demande beaucoup de biens libellés dans votre monnaie, eh bien, votre monnaie risque de s'apprécier et devenir plus chère, si on peut dire, que celle du voisin. Avec l'euro, cette chose n'a pas eu lieu, et donc l'Allemagne a pu devenir plus compétitive, parce que, du fait de la réunification avec l'Europe de l'Est, elle a délocalisé une partie de sa production à l'Est, et d'autre part, eh bien, elle a pu bénéficier d'un marque moins évalué, moins surévalué que le vieux marque du passé. Donc l'euro, c'est un marque, mais sans les inconvénients du marque. Et elle a également réformé son état social pour limiter le coût du travail, et faisant de la sorte, limitation du coût du travail, monnaie sous-évaluée, plus délocalisation de proximité, elle est redevenue le premier exportateur en Europe au détriment de la France. Donc cette politique du Francfort a été portée, défendue au nom de la modernité par nos élites, par les différents gouvernements successifs. Alors certes, l'inflation fut combattue avec succès à une certaine époque. Certes, la compétitivité des entreprises avait pu retrouver une certaine couleur, mais le prix à payer pour les salariés, pour l'activité, pour l'investissement, a été considérable, et même pour la dynamique du pays. Donc, je crois, pour conclure, que le Francfort est un moment de notre histoire économique dont les ramifications et les conséquences sont telles qu'il ne faut jamais oublier cet épisode pour comprendre les temps présents.